Bonjour. Je vais parler, je suis bien content d'être ici, merci pour m'avoir invité, c'est un vrai plaisir, et c'est plutôt un vrai plaisir pour être après, c'est le professeur. D'abord parce qu'on va parler bien, on a assez de problèmes que je vais vous présenter bien avant. D'abord, le Merca, le professeur Sabat, il a parlé d'un jeu, un sport japonais qui arrive en Algérie. Alors, est-ce qu'on interprète bien ce qu'on a appris? Est-ce que le jeu va se transformer par cette culture-là? Et la façon d'entraîner, ça va être par rapport à notre pensée, ou va être par rapport aux pensées des Japonais. Alors, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. D'un côté, c'est la même problématique que j'ai placée, et de l'autre côté, c'était notre ami Pascal, il parlait des sports discontinus. Alors, on a le football américain, c'est un vrai sport discontinu. On va voir comment on utilise les gestes et beaucoup d'autres choses. Le travail que je vais vous présenter, c'est un travail une ethnographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller aux États-Unis, on va vivre avec eux, on va devenir entraîneur et on va essayer de vivre, de vous montrer comment est la vie des footballeurs américains à partir de leur propre vécu. Pas à partir de notre perspective, c'est un travail d'anthropologue, essayer de se mettre à la place des indigènes, on dirait, à la place d'autrui. Alors, nous avons commencé, notre port d'entrée, c'était le Nevada. Nevada, à côté de la Californie, et dans une ville qui s'appelle Reno. Et à Reno, pourquoi on est allé à Reno? Parce qu'à Reno, il y a une très forte communauté basque. Et alors, en tant que nous, en tant que Basques, on avait des liens et ça nous permettait d'approfondir. On a fait les travaux de terrain de 2002-2003. Alors, c'est moi, au milieu des Américains. Ce sont des entraîneurs. Celui qui est à gauche, c'est l'entraîneur principal. Lui s'appelle Roy Starwood et il est marié avec une Basque. En tant que Basque, c'était plutôt plus simple d'entrer en rapport avec lui. Alors je me suis intéressé au football, je me suis intéressé au cours de l'EPS. Alors je suis devenu un espion qu'on voit dans les documentaires des petits canards où j'étais là-bas, déguisé en américain. Alors, bon, j'ai vécu avec eux. Et qu'est-ce que ça est devenu? J'ai devenu un professeur assistant d'EPS, parce qu'il avait ces figures-là, alors j'étais à côté, je le regardais, je prenais les notes, et tout ce qui s'est arrivé. Et aussi, j'étais devenu entraîneur. Alors, j'étais parmi eux. Et c'était bien marrant. Je me suis très bien amusé et en essayant de comprendre comment on entraînait, quel était le vécu des étudiants, quel était le vécu des joueurs, et pourquoi on jouait à ce jeu-là, et pourquoi ils entraînaient de cette façon-là. Et du point de vue des psychologues, comment était l'entraînement de la prise de décision. Alors, moi j'ai devenu l'entraîneur des booteurs, des kicking coach. Car moi j'étais bien sûr pour l'EPS, et ancien joueur de rugby, et aussi j'étais entraîneur de rugby. Alors je ne connaissais pas du tout le jeu, il n'a rien à voir avec le rugby, mais je pouvais donner un coup de main avec les booteurs. Et c'est comme ça que j'avais un rôle dans les groupes. Et bon, ça m'a donné la possibilité, vous imaginez, je pouvais aller au vestiaire, je pouvais faire des voyages, j'allais dans les bus, j'étais dans toutes les réunions des entraîneurs, tous les comment on dirait, les Goffman, dans les cœurs de l'action. Alors, je vous donner quelques petits traits du lycée. Comme on est un lycée, un high school aux États-Unis. Le lycée où j'étais s'appelait Hack. Et Hack High School, c'était un lycée, je dirais, défavorisé. Il y avait beaucoup de
je dirais, beaucoup des migrants de première génération qui arrivaient. Et beaucoup de Mexicains, et beaucoup des îles Pacifiques aussi. Et c'était cette idée-là qui était toujours dans le programme d'études. En quelque sorte, il faut s'imaginer qu'un lycée, c'est une ville en petite. Il a sa propre service de santé, sa propre police, vraiment police, avec des pistolets. Ne voyez pas, c'est un vrai pistolet. Il y a ce qu'on appelle school police. Ce sont des policiers avec des chiens quand il y a des problèmes. On ne blague pas avec la police, même si c'est à l'école. Et il y avait bien sûr les maires, les présidents, ce qu'on appelle, et tous les systèmes de profs très hiérarchiques. Alors, et dans cette cité petite, la population était, je dirais, très défavorisée. Vous pouvez voir, si vous voulez quelques données, pas beaucoup, mais vous regardez, par exemple, vous savez, tous les types on dirait, ce qu'on appelle des minorités. Et vous savez, là-bas, les blancs, par exemple, dans notre lycée, ça faisait presque 30%. Quand d'habitude, dans les mêmes Walaya, dans la même province, c'était 60%. Alors vous voyez, il y avait une différence de 30 points entre, on dirait, les blancs et les autres. Ça, si vous allez plus en bas, les étudiants retardés, il y avait un problème d'études dans notre lycée, ça faisait de 20%. Mais dans le Walaya, ça faisait de 12%. Alors, on n'était pas, nous, les plus favorisés. Et il y a d'autres indices que je passe, mais vous pourrez bien vous imaginer la situation. Bon. Alors, il faut comprendre qu'au lycée, et ils utilisent tous les lycées américains, les high school, des mascottes. Les mascottes sont des symboles qui vont réunir tous les high school avec une même idée. Et dans ces cas-là, c'était les façons, alcool, faucons, merci, les faucons. Et alors, c'est l'équipe de football, de basketball, et même il y a une armée aussi, une armée à l'école, qui utilise aussi ces mêmes idées de façon. Et vous avez ici, et si on entre un peu dans le vécu de la vie des étudiants là-bas, des lycées, il faut bien comprendre que les lycées est divisé les étudiants sont divisés en 4 groupes. Et ça dépend des années d'études. La première année, ils sont appelés freshman. Et alors, peu importe, ces niveaux, il ne faut pas dire qu'ils sont plus formés. Celui qui est freshman que celui qui est senior. C'est que c'est pour année d'expérience. Alors, c'est freshman, après c'est sophomore, après c'est junior, et après c'est senior. Alors, il peut y avoir un étudiant sophomore de deuxième année qui se doit beaucoup mieux formé qu'un étudiant qui est senior. Mais ça va pour les années. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça va comme ça. Ce n'est pas les niveaux. Parce que vous savez, en Amérique, tout c'est très individualisé. C'est pas bon, ça, hein, mais bon. C'est comme ça. Alors, ce qui arrive au lycée, c'est le lycée, c'est cette ville petite. Alors, être senior, c'est le moment clé. C'est comme voir la télé, dans les films. Les balles, les derniers de la graduation, tout ça, ce sont des seniors qui font ça. Alors, être senior, ça veut dire être le senior du lycée. Vous êtes le plus grand, vous maîtrisez tout, et alors, pourquoi ça arrive? Parce que ce qu'il y a en jeu, c'est la popularité. Être populaire, et ça vaut de l'argent. C'est être bien connu, tout le monde va te connaître. Imaginez-vous que c'est une société très individualiste. Alors, être connu, être populaire, c'est vraiment être quelqu'un. Et alors, on utilise le foot pour développer cette popularité, mais aussi les études, beaucoup d'aspects différents. Mais ça revient dans les vécus. D'accord. Alors bon,
Pour l'entraînement de football, il faut bien comprendre que l'entraînement de football, c'est des choses plus ennuyantes qu'il peut avoir à la vie. Et c'était vraiment très, très, très ennuyant et très, très, très dur. Et alors, cette idée des joueurs, je dirais qu'on ne voit pas dans cet entraînement. Ce qu'il y a l'entraînement, c'est une idée qu'il faut répéter tout le temps. Un modèle. Un modèle qu'on croit c'est un modèle parfait. C'est pour ça qu'on parle, le but c'est le perfect play. Et c'est le jeu parfait. C'est cela l'idée qu'il a toujours. Alors pour cela, on répète d'une façon très mécanique. C'est pas comme on fait nous dans le football, comme on fait dans les rugby. Pour nous, comme Pascal a montré, c'est jeu continu, c'est vraiment c'est la prise de décision du joueur. Ici, on n'est pas cette idée des groupes, alors c'est une autre façon de faire. Et vous voyez quelques photos pour voir une idée de comment ça se déroule. Bon, je vais vous montrer quelques petits traits du football pour bien comprendre après quels sont les exercices qu'il faut et pourquoi ils font comme ça. Le football américain, le but du jeu, c'est d'apporter les ballons au but adverse, c'est la end zone qui est côté comme dans le rugby, et dans le côté de la ville, du terrain. Ça peut arriver ou bien parce qu'on fait une passe à un joueur qui est dans la zone, ou bien parce qu'un joueur avec des ballons dans les mains court et rentre dedans. Alors, ces dynamiques, une fois que vous savez ces dynamiques-là, il faut aussi comprendre que le football américain donne 4 possibilités à chaque équipe pour faire 10 mètres, 10 yards. Et si l'équipe arrive à faire ces 10 yards, 10 mètres, ils seront 4 chances de plus. Alors vous imaginez ça, dans cette idée-là, une équipe offensive en attaque, il va essayer de garder la position de la balle. Car s'il arrive à faire 10 mètres, il aura encore 4 possibilités de plus. Alors ce qui arrive, c'est que le jeu, comme Pascal l'a montré, devient très court. Parce que je garde la balle, pam, ils m'ont arrêté, on recommence. On va recommencer où la balle est restée. Imaginez-vous que ce que j'ai vu dans les images, ce sont les 8 mètres réglementaires. Mais la balle s'est arrêtée à 3, à 7, à 12 ou à même 5. Ou à 5. Alors, en fonction de ça, va d'un côté à l'autre, vous serez plus près des 10 mètres et pour avoir 4 chances de plus, 4 opportunités de plus. Ce qui arrive dans le jeu, c'est quand on est très loin dans les 4e chances, on est très loin de notre ligne, on donne un coup de pied à l'adversaire et on recommence. Parce que si on ne ferait pas ça, et l'équipe adverse va recommencer où le ballon est arrêté. Alors ça nous place quelques problèmes. Bon, une fois compris un peu ça, je vais vous relater un peu comment on construit une stratégie. Alors, c'est toujours un code, mais c'est un code verbal, ce n'est pas un code systémique. Pour un joueur qui a une équipe en attaque, ils sont 5 mots pour déterminer ce qu'on va faire. Les 3 premiers mots vont déterminer la formation et les 2 derniers, l'action. Alors vous voyez par exemple, il faut bien comprendre que les joueurs qui sont celui avec un carré, c'est le centre, en fait, center, des côtés guard, des côtés tackle. Et ces 5 joueurs, par le règlement, ils ne peuvent pas toucher la balle. Ils ne joueront jamais la balle. Il faut que défendre
et le joueur qui va prendre la balle qui est derrière les carrés, et c'est les quarterbacks. Alors, et le premier code va déterminer pas la position de ces 6 joueurs, qui vont être 5 devant et 1 derrière, toujours fixe, sinon 2 joueurs qui sont à côté. Vous voyez, right, c'est le premier signe. Ça veut dire droite. Ça veut dire que un des joueurs, parce que je n'ai pas dit, il y a 16 joueurs toujours par règle à la ligne. Il n'y a que 16 joueurs, tout le reste c'est l'autre derrière. Alors, on a 5 qui vont être fixés, il y en a 2 à décider où on se place. Alors, dans ces cas-là, on peut mettre collé à la ligne, et on dirait la fermeture collée, les taille N, et où on peut les placer ouvertes. Ça veut dire loin de la fermeture. Et split N, c'est ça, ça veut dire les N ouverts, les finales ouvertes. Alors, avec un seul mot, si c'est right, ça va rester à la droite. Vous voyez, à la droite du jeu. Si ça serait le premier code left, ça veut dire gauche, ça serait l'autre qui va monter et l'autre va se perdre. Ici, c'est jumbo, tous les deux vont être prêts. Et ça, on fait l'autre comme ça. Le deuxième mot, c'est right pro. Pro, ça marque la position d'un troisième joueur qu'on appelle flanker. Dans ces cas-là, vous pouvez voir, c'est à droite, écarté, et un peu derrière, parce qu'il va être à la ligne. Et le dernier code, ça détermine la position des 2 derniers joueurs, qui sont des running backs, et c'est un I, et alors, ça fait la formation. Alors, les joueurs des quarterbacks parlent d'abord avec l'entraîneur lui dit qu'est-ce qu'il va faire, et il va au groupe des copains qui sont dans le terrain, et elle dit right pro I. Alors on sait comment est-ce qu'on va nous former. Et maintenant, on va voir right, lead right, et ça va être le mouvement. On va faire après. De l'autre côté, on a la défense. La défense, c'est la même chose. Mais, dans ces cas-là, comme c'est l'attaque qui va gérer, bien sûr, le temps, et ils ne vont pas aller à la touche pour parler avec l'entraîneur, ils vont recevoir un code gestémique. Dans ces cas-là, c'est 33, ça marque la position de 8 joueurs de la défense qui sont collés à la ligne, à des lignes, et le deuxième code s'appelle red, et ça va marquer la position des arrières, qui sont ces 2 joueurs d'à côté, qui sont 3 joueurs qui sont tout autour de la défense. Et dans ces cas-là, par excusez-moi, ça c'est 33 red. Alors, depuis la touche, l'entraîneur il marque, il y a un joueur qui est, on dirait, le leader de la défense, il fait demi-tour, il crie, et 33, ouais, tout le monde le sait. D'accord? Alors, on va continuer, on va voir comment c'est l'action, ça c'est lead right, ça veut dire que lead, ça veut dire qu'il va avoir ce leadership, et lead, ça veut dire il va y avoir quelqu'un qui va aller devant les porteurs de ballon. Vous voyez bien, c'est un des running back, il va aller bloquer un joueur qui est derrière la ligne de scrimmage, et pour bloquer un des joueurs et qui va aider à faire un couloir. Et c'est pour ça que le running back va passer par derrière. Bon, vous pouvez imaginer, ça peut devenir très complexe. Bon, il y a de la passe d'un côté des joueurs. Bon, mais et imaginez-vous qu'ils sont en bouquin avec toutes les formations, toutes les variations. C'est vraiment. Mais pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais avec les bouquins, je n'arrive pas assez vite. Il parlait avec une vitesse. Et je ne pouvais pas. Bon. Alors,
Je vais vous montrer, sinon vous ne les croyez pas. Je ne sais pas, c'est jamais. Alors, je ne sais pas. Tout petit vidéo. On va voir comment ça entraîne. Alors, vous voyez, il reste. Alors, imaginez-vous cette position-là, à chaque joueur, il y a une stratégie, un joueur doit clairement savoir qu'est-ce qu'il va faire. Alors, vous voyez ici, ça fait, je vais mettre ici en bas, et ils sont là-bas, ils font un pas et ça pousse. Et ils peuvent 45 degrés, ils peuvent faire un pas en arrière et aller de l'autre côté, tout est codé. Et tout va être entraîné d'une façon, vous voyez, vraiment ennuyante. Vraiment, je peux mourir. Moi, en tant que joueur de rugby, habitué à bouger tout le temps, bon, c'était ennuyant, vous voyez, tout le temps la même chose. Et vous voyez, les types, ils parlent tout le temps. Ils parlaient, c'était pas croyable. Et pour faire ça, nous, on travaille sur l'action, la décision, la joie, c'était pas croyable. Ça c'est... Oh, je vais vous montrer un autre. Vous voyez, c'est là. Et vous voyez, c'est le travail psychomoteur. C'est eux tout seuls. Il n'y a pas ni adversaire, ni rien. Il ne prend pas aucun choix. On va faire maintenant quelque chose de plus collectif. Pas beaucoup, mais quand même un peu plus. D'accord, on va jouer 2 contre 1. Mais pas vraiment 2 contre 1, parce que tout est codé, tout le monde sait qu'il va t'arriver. Alors, mais je vais vous montrer qu'il continue à parler, tout seul. Et, alors, il explique exactement, vous voyez, les pas, quels sont les pas, et comment je dois me mettre au-dessus pour pousser l'adversaire. Bien. C'est dommage que nous n'entendons pas très parce que ça... Vous l'avez compris? Alors, quelle est l'erreur? Le plus comment c'est qu'ils disent? Alors, il continue à expliquer l'erreur. Et non, pas encore rien fait. Imaginez-vous, c'est l'idée de perfect play. C'est l'idée de jeu parfait. Alors, pour le faire parfait, je dois lever toutes les certitudes. Vous voyez, il explique tout le temps. So right, il sait tout le temps les codes verbales. Il explique. Trois minutes pour faire cela, c'est pas trop. Mais ça fonctionne comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si on fait pour nous l'analyse de la logique interne de tout cet exercice, on peut bien comprendre que le football américain, c'est en 2 équipes. C'est clair. Il y a 2 équipes qui s'opposent. Une équipe qui va collaborer contre un autre qui va collaborer et se vont s'opposer. Ça c'est clair. Mais la façon de s'entraîner, c'est très en rapport avec la façon de penser le jeu et comment le jeu est construit. Si le jeu, comme Pascal me disait, c'est très court, je peux toujours contrôler l'action. Alors en quelque sorte, je peux même oublier les adversaires. Car j'ai toujours le contrôle. Alors, je vais jouer toujours structure coopérative, ça veut dire perfect play, sans adversaire, ou bien je vais jouer 1 contre 0, le cas que nous avons vu. C'est toujours, on est l'un à côté de l'autre, mais il n'y a pas d'adversaire, c'est à chacun de faire son jeu. 1 contre 1, on n'a pas vu ça, 2 contre 1, on n'a pas vu non plus. Alors, il faut bien comprendre que dans le football américain, le jeu, car la société c'est comme ça, le jeu pousse que l'équipe ne soit pas une équipe dans le sens européen ou africain, dans le sens il va agir tout en commun.
c'est l'addition des actions individuelles qui font l'équipe. Et c'est là, c'est très différent de ce que nous on fait. Il faut bien comprendre que pour eux, c'est l'idée des grandes corporations comme Google, IBM, ou un ouvrier, un employé, une fourmi, ne savent pas qu'est-ce qui arrive à notre niveau. Alors il doit suivre ce qu'on lui dit de faire. Et s'il le fait bien, il va monter dans l'échelon. C'est le même modèle de football. Alors, ce que c'est intéressant aussi, c'est que cette idée, on dirait, des modèles de conduite culturelle, qui c'est que le sport est un miroir de ces conduites culturelles, il est accompagné d'un discours de la construction de l'émotivité. Alors, en quelque sorte, l'intelligence motrice est liée aussi à l'intelligence affective. On va voir comment. Il y a différentes, dans la saison, les discours d'entraîneurs changent. D'abord, il faut ce qu'on appelle be eligible. Il faut être, vous devez les remplir les conditions pour être choisi, même de l'équipe. Ça veut dire que vous devez avoir un niveau d'études, vous devez remplir, ne pas avoir de problèmes avec les droits et des choses comme ça. Il y avait des conditions à remplir. Ça, c'est la première. Après, c'est to be a man. Être un homme. C'est le discours tout le temps. Vous devez être un homme. Un homme, un homme, un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable de faire ses tâches. N'importe dans quelles conditions. Et les tâches, ils vont être dures. Alors, il faut être bit tough, ça veut dire être dur. Alors, il faut remplir les conditions, devenir un homme. Et être un homme, c'est quelque chose de dur. Je ne regarde pas, c'est un discours un peu particulier. Mais bon, après, ça vient. Et l'autre idée, c'est qu'il faut faire ce que je te demande de faire. Alors, et si tu fais ce que je te demande, tout ira bien. Ne prends pas les choix. Ne sois pas créatif. Et c'est obéissant. Après, le deuxième discours, c'est à fur et à mesure que vous êtes meilleur joueur, l'équipe va devenir meilleure. Alors, c'est lié avec l'idée qu'il faut big power, something bigger than yourself. Il faut être une partie de quelque chose qui est plus grand que moi-même. En quelque sorte, l'équipe, les high school. Cette idée-là, ça va nous mettre à petit, à fur et à mesure qu'on gagne des matchs, on va gagner du respect. Le respect, on les gagne dans les combats. Ce n'est pas quelque chose qu'on a parce qu'on est des humains, les citoyens, non, parce qu'on gagne. Et cette idée-là devient vraiment très fort. Vous voyez, cette idée-là, ça va devenir en quelque sorte, ça va nous amener à une dernière idée, c'est comment est-ce que tu vas être. On va se souvenir de toi. Alors, c'est l'idée des records. Il faut garder notre nom ici. On a été les plus meilleurs joueurs. On garde tout ça. Tout est collé dans les murs des high school. Alors, cette idée-là devient la fierté de décider d'aller construire d'une façon émotionnelle. Hein. Alors, en quelque sorte, ça c'est la vie des Américains. Les jeux, ça a montré leur caractère. Et vous voyez bien que la façon d'entraîner les joueurs, la prise de décision des joueurs est très liée à sa façon de construire leur société, de construire leur jeu. En conclusion, il faut être très attentif. Car comprendre la vie des autres, ça nous permet aussi de nous connaître. Et c'est que les Américains, ils vont nous envahir, parce que c'est ça, comment ça fonctionne la culture. La culture fonctionne comme ça. Les plus puissants vont envoyer un message à tous les autres. Alors on va recevoir des livres qui vont nous raconter des histoires si l'équipe.
mais pas notre équipe. L'équipe à eux. Et leur construction, de la prise de choix en fonction de leur point de vue. Pour nous, c'est bien de comprendre la culture d'autrui pour le connaître et surtout pour avoir un critère de choix par rapport à notre culture. Pour cela, je voulais bien finir avec les travaux que le professeur Torki il mène avec ses deux collègues et sur le jeu traditionnel de l'Argénie. Il faut bien se connaître. Et le jeu, ce n'est que le miroir de la société. Alors, travailler sur le jeu traditionnel, c'est travailler sur nous-mêmes. Alors, merci beaucoup.